pense qu'on va pouvoir commencer. Tout le monde arrive au fur et à mesure. Encore une fois, pour ce deuxième webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir beaucoup de monde. Donc, on va reprendre les mêmes principes de fonctionnement. Compte tenu du nombre de participants, nous n'allons pas pouvoir laisser la parole à tout le monde. Donc, les micros vont être coupés, mais vous avez accès donc, au fil de discussion, au chat qui va vous permettre de poser des questions. Comme au premier webinaire, nous essaierons d'en traiter quelques-unes pendant la séance et les réponses seront apportées au fur et à mesure par la suite pour les questions posées aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de reprise de données manuelles et activation d'un dossier titulaire. C'est donc le deuxième webinaire d'une série de 3. Nous avions fait le premier webinaire préparation de la mise en production de la gestion administrative le 27 mai dernier. Nous sommes le 3 juin. On parlait du dossier titulaire. Et le 17 juin, nous parlerons de reprise de données manuelles dans le cas de l'activation de gestion du dossier du contractuel et du vacataire. Tout ceci dans un contexte qui est l'avancement du déploiement de WinPay plus RH dans la perspective des premières mises en production de clients. Ce webinaire sera animé aujourd'hui par Christophe Loreillet et Florian Bourdon. Alors, quelle est l'actualité 2021 de WinPay plus RH? Nous sommes dans une phase où une première vague de clients s'est engagée dans la reprise des données de carrière, qui est le préalable à la mise en production de l'application chez ces clients. Cette phase a été l'occasion, en parallèle, de travailler sur la finalisation de la première version de WinPay plus RH avec un gros travail de fiabilisation au fur et à mesure de l'avancement de la reprise de données. Très concrètement, pour chaque reprise de données de carrière d'un agent, on a été obligé de remonter quelquefois assez loin dans le passé, reconstruire les référentiels qui ont permis les mouvements de carrière à l'époque considérés. Donc, en fait, ce travail qui a été fait avec les premiers clients va bénéficier à l'ensemble de la communauté des clients qui va trouver une base extrêmement complète de référentiels et des mouvements de carrière qui ont été fiabilisés puisque effectués concrètement dans l'application. Tout ça pour un objectif de première mise en production de la gestion administrative chez ces premiers clients en juin. Et ça s'étalera évidemment en fonction des calendriers des clients. Une période dite de double paie, d'observation, qui conduira ces clients à partir de juillet à rentrer en mise en production paie. Premier objectif, on va dire réaliste, à partir de septembre, on ne fera pas de mise en production en plein mois d'août. Ce serait quand même un petit peu risqué. Alors, quelques rappels. Qu'est-ce que WinPay plus RH? C'est un SIRH intégré, gestion administrative et paie, qui a été développé par CEGAP pour la fonction publique d'État. Quand on dit SIRH intégré, très concrètement, c'est le fait d'avoir des mouvements de carrière qui déclenchent les mouvements de paie. Et même qu'il n'y ait pas de mouvement de paie ou très peu qui ne soit pas la résultante d'un mouvement de carrière. C'est bien entendu l'objectif d'éliminer les doubles saisies bien connues entre les systèmes de gestion administrative, de gestion de carrière et des outils de gestion de la paie comme WinPay. On pense tout de suite évidemment aux gains de temps associés, pas de double saisie. Moi, j'insiste surtout sur les gains en fiabilité. On constate effectivement auprès de tous nos clients que là où des gestions de carrière ont été faites de façon dissociée de la partie de la gestion de la paie, on trouve des informations qui ne sont pas cohérentes d'un côté et de l'autre. Et une partie du travail, d'ailleurs, des projets de reprise de données avec les clients consiste à concilier ces systèmes et les informations qu'ils contiennent. Un point important est que lorsque nous avons conçu WinPay plus RH, nous l'avons voulu d'abord utile et agréable à utiliser pour les utilisateurs, c'est-à-dire les gestionnaires RH. Et donc, notre premier objectif a été de bâtir une interface utilisateur qui soit la plus ergonomique possible, intuitive, bien entendu compatible sur les différents supports ordinateurs, interface web, mais tablettes, smartphones. Et à ce jour, les retours que nous avons
nos clients et des gestionnaires qui regardent la solution et la prennent en main sont plutôt très positifs sur la qualité de cette interface et le fait qu'il est agréable de l'utiliser, que c'est assez intuitif. Enfin, et ça n'est pas le moins important, WinP plus RH a été homologué par la DGFiP le 1er septembre 2020. C'est le permis de conduire dans le domaine de la PA-façon qui a été attribué à notre solution. Un point qu'il apparaît souvent utile de rappeler, c'est que nous sommes pleinement éditeurs de notre solution. Dit autrement, WinP plus RH ne repose pas sur un socle d'éditeurs tiers, ce qui est le cas d'un certain nombre de solutions du marché. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, comme tous les choix. L'inconvénient, il a fallu qu'on parte d'une feuille blanche. On n'avait pas déjà des choses qui existaient sur lesquelles on aurait pu repartir. L'avantage, c'est qu'en partant d'une feuille blanche, nous avons pu concevoir l'application comme nous avions envie de le faire, sans contrainte. Ça a pris évidemment plus de temps que si nous étions partis d'un socle préexistant. Tout au long de cette phase de conception et de développement, nous avons été accompagnés par les établissements partenaires, certains de la première heure et d'autres qui sont arrivés en cours de route. On en reparlera dans un instant. Et ces établissements ont eu, au fur et à mesure, la livraison des versions intermédiaires au fur et à mesure de l'avancement des développements et ont pu directement les tester et nous faire leur retour de ce qui, leur point de vue, était bien, de ce qui, de leur point de vue, était moins bien ou incomplet ou à revoir. C'est ainsi que, avec ce travail qui a pu être fait sur les élections successives dans toutes ces phases de développement, nous avons pu d'ores et déjà intégrer dans l'application des retours, des améliorations, des ajouts, des modifications, pour parvenir à un niveau sans doute de maturité au moment de la première version de la V1 qui sera probablement un peu plus fort que ce qu'on a l'habitude d'avoir lors de la conception de logiciels. J'ai parlé des clients partenaires de la première heure et de tous les autres qui nous ont rejoints. Nous avons aujourd'hui 31 clients de WinP plus RH. Vous voyez les noms qui s'affichent. Ces clients appartiennent pour une bonne part à l'enseignement supérieur à la recherche. On trouve tout un ensemble de grandes universités. Si je fais un rapide tour de France, de l'Université de Lille, l'Université de Savoie-Mont-Blanc, d'Avignon, Montpellier 3, Paul Valéry, l'Université Côte d'Azur à Nice, Paris 9 Dauphine, et de grands établissements comme CNAM à Paris, et tout un ensemble d'écoles. Je pense à Sciences Po Rennes, qui est un peu notre client pilote dans cette phase que je viens de décrire, de reprise de données, d'avancement dans la fiabilisation, Sciences Po Lille, l'IAE Paris, et encore l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et puis des établissements qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur. En tête de liste, vous trouvez la GRASC, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Vous pourrez parler aussi, par exemple, de l'ENI. 31 clients donc qui nous accompagnent et qui vont progressivement, en vagues successives, rentrer en production avec WinP plus RH. Ok, merci Patrice. Bonjour à tous, donc Christophe Laurier. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, le programme va se dérouler en 4 étapes. Première étape, nous vous proposons un rappel du schéma de processus de déploiement que nous avions présenté lors de notre webinaire précédent. Donc, pour ceux qui n'auraient pas assisté à ce webinaire, bien, ça va vous permettre de voir un petit peu comment se passe le déploiement de WinP plus RH. Nous vous commenterons les grandes étapes de ce processus pour que vous ayez en fait une vue d'ensemble sur la mise en place du logiciel. En deuxième étape, nous verrons le paramétrage d'aide à la saisie des mouvements de carrière. On l'avait aussi abordé précédemment. Cette fonctionnalité donc, est destinée en fait à sécuriser la saisie, à faire gagner du temps au gestionnaire au moment de rentrer les données, de reprendre les données, en ayant en fait des mouvements qui sont paramétrés à l'avance. Donc, on aura une démo là-dessus. À la troisième étape, nous verrons comment réaliser la reprise de données manuelles des dossiers administratifs de titulaires
en vue du contrôle des dossiers de paye. Dans le prochain webinaire, on verra les contractuels et les vacataires. Donc là, on va se concentrer sur les titulaires. Et puis enfin, en quatrième étape, nous verrons la reprise de données manuelles avec impact sur les calculs historiques. Donc, pour commencer, voyons ce processus de déploiement. Je vais passer la parole à Florian et je vous affiche le slide. À toi, Florian. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter donc, le schéma organisationnel du déploiement de WinPay plus RH, donc, qui est en fait décomposé en 4 phases. La première phase, donc, qui est la reprise de données, donc cette étape en fait multiple, puisqu'elle concerne aussi bien donc, la mise à jour de certains paramétrages qui seront utilisés ultérieurement par l'établissement, mais également la création du squelette de l'application avec la saisie donc, des organigrammes et des emplois postes pour arriver in fine à la saisie des dossiers administratifs des agents. À ce stade-là, l'établissement maintiendra l'utilisation de son propre outil de gestion administrative, plus WinPay plus RH, bien évidemment, lors de la saisie des carrières. WinPay plus RH ne sera pour le moment pas utilisé dans ses possibilités paye. Et à la fin de ce jalon, le bon fonctionnement donc, du volet gestion administratif de l'application sera acté. La deuxième phase, donc, qui repose sur le contrôle et l'activation du dossier paye, il s'agit en fait ici de vérifier la cohérence entre les informations détenues par la DGFiP et celles générées par l'outil au regard des différentes saisies effectuées par les gestionnaires donc, de chaque établissement. L'utilisation des 2 outils de gestion administrative sera nécessaire et WinPay plus RH ne sera pas encore utilisé dans ses possibilités paye. Je veux dire par là qu'il n'y a pas nécessité de garantir une double saisie parfaite sur les éléments de paye. Ça, c'est pour le contrôle et l'activation du dossier paye. Ensuite, nous avons donc la troisième phase qui est la recette paye. Donc ici, potentiellement, nous pourrons abandonner à ce stade l'outil gestion administrative. Il y aura néanmoins un maintien de la saisie en parallèle sur l'outil de paye client et sur WinPay plus RH, mais également sur les saisies purement paye, typiquement, par exemple, les indemnités. Et ensuite, donc bien évidemment, viendra la dernière phase qui est la mise en production, mise en fonctionnement de l'outil, avec la possibilité, en fonction de l'établissement, d'abandonner les outils de gestion administrative et paye. Bien, je te remercie. Donc, pour vous situer dans le processus de reprise des données dans WinPay plus RH, notez que la reprise se déroule en fait en 2 phases, une phase A et une phase B. Alors, lors de notre précédent webinaire, nous avions abordé la phase A pour la reprise des données concernant les structurés locaux, les emplois postes, ainsi que les informations personnelles des agents. Donc aujourd'hui, dans notre webinaire, on va se concentrer sur la phase B, c'est-à-dire la reprise des données des dossiers administratifs, dont les informations personnelles des agents et plus particulièrement, comme je disais tout à l'heure, les titulaires. Donc, la reprise des données pour les autres populations contractuelles vacataires sera donc vue la prochaine fois. Donc, on va tout de suite... alors, juste un point, c'est que, voilà, donc au niveau de la phase de reprise, je le redis, donc on peut reprendre les données via WinPay plus RH directement quand on a un faible volume d'informations. On peut reprendre par gabarit Excel et bien sûr, il y aura la reprise de données automatisée qui sera traitée également à un autre moment avec vous tous. Donc, voilà, je voulais juste donner cette précision. En fait, on a 3 possibilités, on a 3 moyens de faire ces reprises de données dans la phase B. Donc, on va voir... je vais rappeler un petit peu ce que cette fonctionnalité de paramétrage de mouvement de carrière. Donc en fait, WinPay plus RH vous propose dans la partie administration ce paramétrage. Ça vous permet entre autres d'optimiser les temps de saisie des progressions de carrière pour vos dossiers. Donc dès lors que
les mouvements de carrière relatifs au corps, au grade des agents ont été configurés et que le paramétrage dans l'appli a été activé, en fait, on est capable donc d'avoir ces remplissages automatiques de champs de saisie qui vont évidemment simplifier et faire gagner du temps. Ça permet évidemment un cadrage de la saisie car seuls en fait, les mouvements validés pourront être renseignés. Donc, en fait, on va traiter ces trois types de mouvements, l'avancement de grade, reclassement, intégration et promotion de corps. Et au niveau des possibilités de gestion, donc effectivement, quand on est prêt à utiliser cette fonctionnalité dans le logiciel, ben, on décide de l'activer. On passera pour cela par un fichier de paramétrage, dont j'ai mis le nom ici. Donc, les mouvements, quand on va saisir, donc, se déclenchent par rapport à des conditions. Donc, on est capable de paramétrer des conditions, des groupes de conditions, qui sont, comme je l'ai mis ici, l'ancienneté, l'emploi, l'âge. Ça vous donne évidemment un cadre, comme je disais, et puis ça prend en compte évidemment les mouvements liés au parcours professionnel, carrière, rémunération. Et donc, on a déjà dans l'application des mouvements qui sont déjà paramétrés. En ce qui concerne l'ajout de vos propres mouvements, soit vous passez directement par l'appli, c'est la petite démo qu'on va rappeler là, qu'on avait montré l'autre jour, et sinon, vous pouvez passer par un gabarit. Donc, voyons un peu comment ça se passe dans le logiciel. Alors, c'est un cas où je vais rentrer dans un dossier d'un agent, je vais faire un avancement de grade sans ce paramétrage de carrière pour qu'on voit un peu comment ça se comporte. Je vais annuler, je vais sortir de mon dossier et je vais aller faire la création de ce mouvement de carrière en administration dans le paramétrage. Puis je reviendrai dans le dossier de l'agent pour vous montrer tout simplement la différence. Alors allons-y, c'est parti. Donc, on va choisir notre dossier, number one. J'arrive dans son dossier, je vais sur la partie dossier administratif et dans le menu latéral de gauche, voilà, je vais prendre le choix carrière administrative. Au milieu, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, j'ai cette synthèse qui me présente le dossier administratif de l'agent. Voilà, donc j'arrive sur la partie carrière administrative, donc type de personnel, personnel administratif, le corps attaché d'administration d'État, et puis j'ai mon grade attaché d'administration. Échelon 3, j'ai mes indices, donc voilà, je clique sur ce bouton nouvelle demande, et j'arrive sur un workflow. Donc, dans le logiciel, on a pas mal de workflows comme ça. Il y a un certain nombre d'étapes qui sont dans chaque workflow. Le nombre d'étapes change selon le contexte de saisie. Là, j'en ai 6. Et nos workflows se terminent toujours par un récapitulatif avec la possibilité de revenir en arrière dans le workflow pour faire un changement si jamais dans le récap, on s'est aperçu qu'on avait oublié quelque chose ou fait une simple erreur. Donc là, première étape, j'indique le type de la demande, c'est l'avancement de grade. Je mets la date d'effet, mon numéro d'arrêté, et puis j'aurai une étape geste qui va être produite automatiquement. Je fais continuer, voilà, j'arrive sur la saisie des éléments. Et donc là, j'ai choisi le type de personnel. Et je m'aperçois qu'au niveau du corps, je dois le renseigner manuellement. Donc là, l'idée, c'est que ça se remplisse automatiquement avec le paramétrage prévu à l'avance. Voilà, donc vous voyez, je vais chercher attaché d'administration d'État, je vais chercher mon grade, et puis je remplis mon échelon. Voilà. Donc je vais sortir de cet écran, j'abandonne ce que j'étais en train de faire, je clique sur mon logo pour revenir à la page d'accueil, et là, je vais rentrer sur le module administration. Je vais dans un onglet qui s'appelle paramétrage. En dessous, j'ai un menu contextuel et je vais aller chercher le paramétrage de carrière.
Alors, j'arrive sur un écran d'accueil où je me retrouve avec la première partie où j'ai des filtres de recherche. Donc, j'ai pas mal de critères pour retrouver des mouvements qui m'intéressent. Et puis en bas, j'ai mon résultat de recherche avec la liste de mes mouvements paramétrés. Donc là, je vais faire recherche sans rien préciser. Et voilà, j'obtiens mon résultat. Donc, il me manque la progression de carrière dont j'ai besoin. Donc, ce que je vais faire, je vais l'ajouter. Voilà, juste pour que vous voyez un petit peu les écrans. Et un petit rappel pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc voilà, là, je vais pareil, hein, j'ai 4 étapes. Première étape, je vais préciser mon type de mouvement. Avancement de grade. Je peux mettre une référence. Ça, ce sera utile pour faire mes recherches. Mon type d'accès d'éléments de carrière. Donc là, je connaissais le code, donc j'obtiens automatiquement la valeur, c'est filtré. Et puis, un début de validité, bien sûr, en 2017. Voilà. Je continue. Et voilà, là, j'ai un écran, je vais prendre mon petit pointeur. Donc, en fait, j'ai une zone carrière de départ, une zone carrière cible. J'ai possibilité de mettre une carrière de départ ou plusieurs. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs carrières qui vont converger vers la même carrière cible. Donc, je renseigne ces critères qui me sont demandés et je peux rajouter des conditions et on utilise les opérateurs logiques et ou. Donc, on va remplir. Donc, déjà, définir la carrière de départ. Voilà, donc je retrouve mon attaché d'administration d'État, le code 01040, je vais chercher mon grade, donc ça c'est au départ ce que j'ai. Je laisse l'échelon, hein, ce qui permettra à la personne de le choisir. Là, je définis la carrière cible. Alors, je remets le même corps, bien sûr, puisque c'est le grade qui va évoluer. Et je change de grade et je vais mettre l'attaché principal d'administration. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, là, au grade 04029, en bas, c'est grade 04030. Je laisse aussi mon échelon vierge. Je continue. J'ai d'autres possibilités de conditions, hein, comme l'emploi, l'âge, etc. Donc, je ne vais pas remplir. Je continue. Et j'ai mon récap. J'ai mon récap avec l'indication du type de mouvement et puis ma carrière de départ et ma carrière cible. Donc, si je fais une erreur, je clique sur retour en bas, je fais ma correction et je reviens ici. Là, tout me convient. Donc, je vais cliquer sur terminer. Voilà, les codes sont bons. Bien, et donc je retrouve, voilà, j'ai mon avancement de grade avec ma référence de mouvement que j'avais indiquée. Donc je suis bon. Alors j'ai possibilité dans la colonne action à droite de revoir dans le détail ou éventuellement avec le crayon de modifier ou au pire supprimer s'il y a eu vraiment une erreur. Et voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant que le mouvement est créé et que la fonctionnalité de progression de carrière comme ça automatisée est activée dans l'appli via le petit fichier de paramétrage, eh bien, ça va être fonctionnel. Donc, je vais retourner dans le dossier de Madame Berwan et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je parcours le même chemin. Je vais dans le dossier administratif. Carrière administrative. J'ai toujours mon rappel de mes informations telles qu'elles sont en vigueur. Je fais nouvelle demande. Voilà, on remplit comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de... Petit problème. Attendez, je vais revenir sur ce que j'étais en train de faire. Il y a un petit quelque chose. Voilà, pardonnez-moi. Voilà, je lance. Je reviens où j'étais. On remplit. On va passer à l'étape 2.
Voilà, et on voit déjà, voilà, on voit que en fait, le corps et le grade sont déjà remplis. Il reste plus que. J'ai la main, on m'a laissé la main évidemment sur l'échelon, donc je peux remplir l'échelon à la main. Donc voilà ce que vous pourrez obtenir de cette fonctionnalité qui, une fois encore, peut être activée ou non dans l'application, hein, sachant qu'il y aura déjà de toute façon des mouvements qui auront déjà été paramétrés dans l'application. Voilà pour cette facilité pour toutes vos saisies et vos reprises de données. Donc là, on va passer maintenant sur la reprise de données manuelle telle que vous pourriez la faire pour un titulaire, en passant par l'application et en vue du contrôle, bien sûr, des dossiers de paye. Alors, je remonte un petit peu ce qu'on avait montré, voir un petit peu l'amplitude des informations qu'il y a à saisir pour un individu, sachant qu'on a mis en rouge ce qui était obligatoire. Donc, j'ai indiqué qu'on pouvait les reprendre aussi, bien sûr, via gabarit. Et puis, bien sûr, il y a la reprise de données automatisée. Donc, sur l'état civil, ça va être toutes les infos, pour ceux qui découvriraient là ce matin, on retrouvera dans l'état civil toutes les informations telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale. Les coordonnées correspondent à l'adresse physique de l'agent. En ce qui concerne les infos complémentaires, on y trouvera tout ce qui est adresse, courriel et numéro de téléphone. En référence bancaire, vous y trouverez le RIB de l'agent. Hein. D'ailleurs, qu'on peut faire évoluer, bien sûr, en fonction des changements de la situation de l'agent. Conjoint sont les informations du conjoint de l'agent, donc qui peut être une personne externe ou interne à l'établissement. Si elle est interne, il suffira de faire une recherche dans la base et vous verrez qu'on aura un remplissage automatique du formulaire de contact. Après, il y a tout ce qui est information concernant les enfants et les personnes à charge. On a également le contact en cas d'urgence. Alors ça, ce sont des formulaires simples à remplir, hein, donc simple formalité, ça c'est... compétences et formations. On y trouvera les informations relevant des diplômes, les langues, les qualifications et les compétences. Sur la partie bénéficiaire de l'obligation d'emploi et situation de handicap, on pourra évidemment collecter les informations. Et puis, on a aussi la capacité à récupérer les informations qui concernent le service national effectué éventuellement par l'agent. Alors, on ne va pas tout faire parce que ça pourrait être un peu rébarbatif. Et puis, il y a surtout des formulaires qui sont vraiment très, très simples à utiliser. Donc, il n'y a pas vraiment nécessité de s'arrêter dessus. Donc, on va commencer, si vous le voulez bien, par l'ajout d'un individu. Donc, on va passer par la brique qui s'appelle la gestion du personnel. On va voir comment on saisit ça manuellement dans l'application. Alors là, j'arrive sur un écran d'accueil avec les derniers individus qui ont été créés. Le petit, pour ceux qui découvriraient l'interface, les petits pictogrammes dans la colonne action à droite sont un petit picto-œil qui permet de rentrer dans le dossier de l'agent. Et puis, tout ce qui est brique de couleur, on a la volumétrie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur « Nouvel individu ». Petit temps de chargement. Voilà. Donc là, j'arrive à nouveau sur un workflow qui va me permettre de me guider tout au long de la saisie. Alors, date d'arrivée. Il faut savoir qu'on peut travailler énormément avec les touches du clavier. Hein. La souris peut être très peu utilisée, puisque si vous utilisez la touche tabulation qui est tout en haut à gauche de votre clavier, ça va vous permettre d'avancer de champ en champ de saisie. Et puis, vous pouvez taper à la main, bien sûr. Sur les calendriers, on verra qu'on vous propose un petit calendrier. Et puis, quand vous avez votre donnée dans le champ, vous faites entrer sur votre clavier, ça prend en compte et vous passez au champ suivant. Donc ça permet vraiment d'accélérer en termes de productivité pour la reprise de données.
On rentre le numéro de sécurité sociale. On peut avoir un numéro de sécurité sociale qui est provisoire dans le cadre des personnes qui auraient un titre de séjour. Je passe à l'étape 2. Donc là, je vais simplement rentrer l'état civil. Donc là, la souris. Après, le clavier uniquement. J'avance de champ en champ. Petite faute d'orthographe sur le prénom. Alain, A-L-A-I-N, c'est mieux. Né, donc date de naissance, vous voyez avec le petit calendrier, mais on va taper à la main parce que là, il faut remonter dans le passé, c'est plus pratique de le faire directement en saisie. Le lieu, alors là, quand vous voyez que j'ai tapé FRA, ça me permet de filtrer dans ma liste et j'arrive sur France, je fais entrer, je choisis la valeur. Pareil pour les chiffres, 0,51, j'arrive sur la Marne, voilà. Et ça, vraiment, c'est gain de temps. On a également un comportement, je vais montrer ici avec le laser, on a ici, en fonction de la nationalité qu'on a mise, bien sûr, ça déclenche le témoin UE, Union européenne, qui va se mettre sur oui ou sur non selon la nationalité que vous avez mise. Voilà. Donc, nos référentiels, la situation s'est paxée, on me demande la date. Alors pareil, j'avance sur les boutons en bas d'action ou de navigation avec ma touche de tabulation. Je n'ai pas besoin de la souris. Dès que je suis sur continuer, je fais entrer, j'avance. On va passer sur l'étape adresse. Voilà, chose très classique. Pas vraiment de choses à dire là-dessus. Juste un petit point. On va voir sur le code postal. Le libellé de la voie. Alors, je vais taper un code postal qui va m'amener directement, voilà, je le tape le 35 520, j'arrive sur la chapelle des Fougerets. Je vous dis ça tout simplement pour que vous compreniez certains comportements de l'appli. Là, il ne faut pas croire qu'il n'y ait qu'une seule commune. Il faudra taper, alors là, il a été cherché certainement la première dans la liste alphabétique, mais on a également une autre commune que je ne connaissais pas, Montreuil-le-Gast, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à aller le chercher. Il ne faut pas rester bloqué sur le fait qu'il vous affiche la première ville. Voilà. C'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance. Les infos complémentaires sur la partie courriel et téléphone. Bien sûr, tout ça, c'est des informations qu'une fois que le dossier est enregistré, on les retrouve, on peut les modifier, évidemment. Alors, on ne passera pas par le workflow, on arrivera à partir du menu latéral à gauche, on pourra directement aller dans les informations complémentaires, par exemple. Donc, on termine par le téléphone professionnel, on va faire continuer. Voilà, on arrive sur le récap, on vérifie nos informations, si tout convient, on clique sur terminer, ce qui permet d'enregistrer en base nos données. Voilà, on a toujours en haut un petit message de confirmation, en vert ou en rouge selon la situation. Donc là, tout est ouvert, c'est bon. Enregistrement réussi. Il y a toujours un petit temps de chargement. Voilà, donc vous retrouvez ici. On va aller aux infos perso. Et par exemple, sur notre histoire de courriel ou de téléphone, bah, voilà, il faudrait revenir ici, cliquer là-dessus pour aller chercher le formulaire et par exemple faire des corrections. Donc, pas besoin de repasser par le workflow. Voilà, donc là, notre individu a été créé. Alors, on va passer à la partie référence bancaire. Donc, Florian, si tu veux intervenir. Merci Christophe. Donc, effectivement, on va faire une saisie d'une nouvelle référence bancaire donc, pour un agent. Donc, dans le menu de gauche, dans l'onglet Info perso, on va cliquer donc, sur référence bancaire. Ensuite, on va saisir donc, directement donc, les nouvelles informations
bancaire de la personne en question. À savoir aussi que les RIB étrangers donc, sont bien pris en compte dans WinPay plus RH. Donc là, on va saisir l'IBAN et le BIC. Avec la domiciliation, évidemment. On clique sur Enregistrer. Donc, on a bien l'enregistrement qui a réussi donc, en haut en vert. Vous pouvez retrouver, bien évidemment, tous les changements de RIB de vos agents dans l'onglet Historique, juste à côté de Résumé. Et vous avez l'onglet Suivi des demandes qui vous permet de savoir toutes les modifications que vous avez en cours sur les références bancaires de vos agents. OK, donc on peut également enregistrer le conjoint. Alors, on a une petite facilité là-dessus au niveau de la saisie, puisqu'on est capable de distinguer les conjoints internes, externes. Donc, on va juste regarder sur la démo. Donc, je vais aller, voilà, on continue dans le menu, en fait, on descend. Hein. Donc, quand on arrive ici, on a notre onglet résumé. Pour l'instant, c'est vide, donc on va faire ajouter. Voilà, donc on a ce formulaire. Donc, tout en haut ici, vous avez l'individu interne ou externe. Donc là, je suis sur non. Je vais le mettre sur oui. Et ce qui me permet d'éviter la saisie de tout mon formulaire. Le conjoint de M. Dupont, la conjointe, c'est Mme Géna Louvain. Donc, j'ai été la chercher dans la base puisqu'elle est dans le même établissement. Et à ce moment-là, tout simplement, voilà, le formulaire se remplit. Et c'est également un gain de temps. On a l'info, pourquoi sont privés. Donc, on enregistre. Voilà, tout est ouvert. Voilà pour ce simple formulaire, donc qui fait toujours partie, évidemment, de la reprise de données. Là, on va voir le cas d'ajout d'un enfant à charge de moins de 16 ans. Donc, je continue à descendre dans le menu latéral gauche. Pour l'instant, rien d'enregistré. Je vais faire le bouton « Ajouter ». Voilà, alors là, on est sur un workflow, vous voyez, qui est très court finalement, parce qu'on est en 2 étapes. Donc, enfant personne à charge, on va choisir la valeur. Et puis, on va renseigner le nom, le prénom, le sexe, date de naissance, etc. Donc, légitime. Et puis, l'indicateur lié à l'enfant qui est aux charges au titre du SFT et des prestations familiales. Voilà, donc enfant à charge de moins de 16 ans. Donc, voilà comment on enregistre un enfant dans l'application. Donc, il suffit que je continue. J'ai mon récapitulatif. Voilà, avec les petites informations qui clignotent. Donc, si j'avais à revenir dans le processus parce que j'ai fait une erreur sur une des valeurs, je vais cliquer sur Retour, je vais modifier. Quand je vais revenir ici, ce ne sera pas l'ensemble qui clignotera, mais vous aurez juste le champ qui a été changé, donc qui lui-même clignotera. Voilà, petites indications, facilité visuelle. Voilà, donc on a un premier enfant qui est enregistré. Alors, j'en ai un deuxième dans le scénario, je ne vous montre pas, c'est la même manipulation. On verra qu'à un moment, on a 2 enfants. On avance. Donc, on voit qu'ici, dans la colonne action, on a toujours notre picto-œil pour revoir en visualisation nos informations. Le crayon, bien sûr, pour revenir agir dans le formulaire et changer des données. Et à ce moment-là, vous les modifierez, vous retournerez au récapitulatif et vous enregistrerez à nouveau. La corbeille, si on s'est trompé, on est en brouillon, on peut supprimer. Et puis surtout, le petit avion en papier, là, dans notre pictogramme, qui va permettre de rentrer dans un workflow de validation en 2 étapes. Alors, ces 2 étapes, soit vous les répartissez sur 2 personnes, un qui va soumettre à validation à un responsable, et ce responsable va vérifier et lui va valider,
ou bien comme nous ici dans la démonstration, on a les droits, hein, on peut faire les 2 étapes. Donc là, à chaque fois, c'est ce que nous allons faire. Donc je vais cliquer, voilà, j'ai cliqué une première fois sur soumettre à validation, et puis voilà, à la deuxième fois, je vais valider, ou non d'ailleurs, hein, et vous voyez qu'à chaque fois, dans l'application, on a un menu comme ça de sécurité qui nous permet de savoir si effectivement on y va ou pas en disant oui ou non. Voilà, les informations sont enregistrées correctement, on a notre message en haut à droite. On fait un petit tour du côté de l'historique pour voir que au niveau de la colonne état de l'enregistrement, c'est marqué en vigueur. Cette colonne-là, elle est importante parce qu'on va la voir dès qu'il va y avoir des cartes ou des informations qui vont rentrer en paye. On va savoir à quel stade on en est et je vous montrerai tout à l'heure un slide pour bien comprendre un petit peu ces notions. Voilà, donc là, je suis en vigueur. Et en résumé, voilà, je reviens ici. Voilà pour mon enfant. Alors, donc on imagine on a créé le deuxième enfant derrière. Là, on va maintenant passer à la création du dossier administratif. Donc, on ne va plus être en fait, quelque part dans le menu latéral gauche pour les infos perso. On va cliquer sur le petit plus qui est à côté de l'onglet info perso et on va aller créer notre dossier administratif. Donc là, pour l'instant, comme c'est un individu qui n'a pas encore de dossier de paye, de dossier administratif, je n'ai qu'un choix, c'est dossier administratif. Il faut savoir qu'après, j'aurai un choix à côté, un autre bouton qui sera dossier de paye. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir plusieurs dossiers de paye et plusieurs dossiers administratifs selon les contextes des agents. Donc, je clique sur dossier administratif. Voilà. Alors, j'arrive sur un premier formulaire, pour ceux qui découvriraient, qui est un formulaire qui va me demander finalement qu'est-ce que je veux comme type de dossier administratif. Donc, en fonction des statuts, je vais choisir mon workflow. Donc là, je vais indiquer la date d'arrivée dans l'établissement. Et voilà, j'ai mes 4 statuts, titulaire, stagiaire, contractuel, externe. Et donc, en fonction de ce que je vais choisir comme valeur ici, ça va m'aiguiller vers le bon workflow de saisie. Donc là, je suis titulaire. Je vais saisir la référence de l'arrêté. Je clique sur « Continuer ». Petit temps de chargement, voilà. Et donc là, je suis dans le workflow qui est dédié au titulaire. Donc, en 4 étapes. Alors, il me rappelle déjà la date d'effet. Et il me demande, est-ce que je suis en activité ou en détachement au niveau de la position statutaire? Donc, je vais mettre activité. Je continue. Donc, la carrière administrative. Donc, on va me demander s'il est titulaire ou stagiaire. Donc, nous, dans notre exemple, il est titulaire. Bien sûr, le type de personnel. Donc, c'est un ITRF. Le corps, le grade. Alors, il faut savoir que nous avons sur tous ces référentiels un filtrage en fonction du type de personnel. Ça va vous filtrer la liste des corps, etc. Donc, en fait, ce sont des listes déroulantes qui sont conditionnées par rapport au choix précédent qui a été fait. Donc, le grade. Donc, ça m'a donné automatiquement l'indice brut, l'indice majoré. Avec le type d'accès des membres de carrière, ancienneté. Et là, je vais avoir mon ancienneté conservée. Je vais taper ma date. Et vous voyez qu'en bas, on va voir le calcul se faire. Voilà, j'ai mon ancienneté conservée, 1 année, 4 mois, 14 jours. La branche d'activité professionnelle. Et puis, je vais continuer. Alors là, j'arrive dans une étape où on va me demander quel poste occupe cette personne, à quelle organisation dans l'établissement vous l'avez affecté, donc les affectations structurelles. Et éventuellement, je peux préciser où est-ce que la personne est localisée en attribuant un bureau, etc. Alors, on va déjà aller choisir le poste. Donc, je fais ajouter.
je me retrouve dans un formulaire qui est dédié au poste. Donc, il faut savoir qu'au préalable, on a généré du stock d'emploi, c'est-à-dire qu'on avait, alors ça on l'avait vu dans le premier webinaire, on avait des décisions par rapport à un événement administratif chez vous. Donc, vous créez votre décision. Dans cette décision, vous y attachez des mesures et ces mesures vous permettent, à partir de catégories d'emploi et de flux, c'est-à-dire des flux positifs, je rajoute plus 5 ou des flux négatifs, je fais moins 3, je vais agir sur le stock d'emploi. Et j'ai besoin évidemment d'avoir ce stock d'emploi pour pouvoir ensuite créer des postes. Donc là, nous, c'est ce qu'on a fait, on a créé des décisions et mesures. On a pu donc créer, on avait du stock, donc on a pu créer des postes. Et comme on a des postes qui sont disponibles, eh bien, je les ai ici en bas qui s'affichent. Alors après, je peux en avoir beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on a toute une batterie là de filtres qui sont en haut de l'écran pour vous permettre de trouver plus rapidement la bonne information. Donc, je vais préciser la catégorie d'emploi ingénieur d'études. Voilà, la branche d'activité professionnelle éventuellement. Puis, je vais lancer ma recherche. Donc, j'en trouve un, poste 1, ingénieur d'études, durabilité permanente sur un budget État. Je vais le choisir, donc je vais cliquer sur Action et puis je fais sélectionner. Voilà, donc là, je viens de lui faire occuper un poste. Je vais passer sur l'affectation structurelle. Donc, dans l'affectation structurelle, je me retrouve, je vais montrer un peu avec mon pointeur laser. Donc, je retrouve ici mon arborescence de mes organisations, de mes structures organisationnelles. Également, dans le webinaire précédent, pour ceux qui étaient là, ils avaient vu comment tout cela fonctionnait. Donc, cette arborescence, on la retrouve côté administration, mais on vous la ressort ici, sur ce formulaire, pour que vous puissiez aller faire justement l'affectation de l'agent. Donc, on a ici l'affectation principale ou non. On a la quotité en pourcentage sur l'occupation de cette structure, son affectation, et puis on a éventuellement une date de fin prévisionnelle pour en sortir. Donc, on va continuer. Voilà, donc je vais simplement cliquer sur pôle de gestion BIATS. Donc, il m'a rajouté là-haut qu'il avait bien compris, il vient de le mettre dans le champ structure. Je vais mettre une quotité à 100. J'enregistre. Voilà, et dans mon tableau, j'ai gestion BIATS, pôle gestion BIATS, type d'affectation principale, 100%. C'est facultatif, mais je vais quand même rajouter le local. Alors là, sur les locaux, faut savoir qu'historiquement, dans l'application, et on l'avait vu aussi précédemment, même au travers du remplissage d'un gabarit, j'avais fait la démonstration sur structures locaux, j'avais montré que dans les onglets de ce gabarit, en bas, nous avions la possibilité de faire des rattachements. Donc, l'avantage des rattachements entre des locaux et des structures, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire que vous voyez, automatiquement en arrivant, il filtre. C'est pratique, bien sûr, mais on peut, si on veut, en cochant cette case, tout réafficher. Donc, on n'est pas bloqué, finalement. Et là, il nous montre qu'il a bien compris, puisqu'il nous met ce pôle de gestion BIATS, parce qu'on avait fait, nous, ce rattachement au niveau de ces locaux. Donc là, je vais choisir le bureau 1 du rez-de-chaussée. Voilà, je mets l'occupation pourcentage et j'enregistre. Voilà, et là, j'ai terminé. Donc, j'ai bien rempli mon poste, mon affectation structurelle et l'affectation à un local. Je passe sur le récapitulatif. Tout va bien. Les informations ont été saisies. Donc, vous voyez, vous avez vraiment tout un rappel vraiment détaillé de ce qui a été saisi. Donc, c'est plutôt pas mal pour faire le contrôle de ce qu'on a fait. On clique, on termine, on enregistre en base de données. On retrouve ici nos informations. Comme je l'avais expliqué précédemment, on avait restructuré récemment notre synthèse de dossier. Donc, on voit bien ici les rappels avec les différentes couleurs selon les titres là, des différentes zones d'information. Et puis, attention ici, bien regarder, parfois, nous avons ce genre d'avertissement. On nous dit qu'il y aura un avancement d'échelon prévu à telle date, à l'époque où nous avions enregistré.
on est un petit peu décalé dans le temps, on n'est pas à jour au niveau des dates, mais enfin, ça ne change rien au niveau fonctionnel pour que vous compreniez l'application. Voilà, donc pour la saisie d'un dossier type pour un titulaire. Alors, Florian, si tu veux nous commenter, hein, on avait 2 slides à montrer pour faire une petite pause et puis que tu nous dises un petit peu voilà, ce qu'on avait un peu mesuré, certainement par rapport à nos clients, hein, je crois, ce n'est pas que des tests en interne. Tout à fait, c'est bien ça. Merci Christophe. Donc, on a fait un estimatif du temps de recherche d'informations sur les cas simples et les cas complexes en fonction des premières remontées clients que nous avons effectuées. Sur les cas simples, on a estimé qu'il fallait à peu près pour la recherche d'informations 15 minutes. C'est une moyenne, hein, bien évidemment. Et sur la saisie dans WinPay plus RH, pour les cas simples, 10 à 15 minutes, grand maximum, pour pouvoir saisir un dossier administratif. Pour les cas complexes, sur la recherche d'informations, entre 30 à 90 minutes grand maximum. Et pour la saisie dans WinPay plus RH, pareil, 30 à 90 minutes, ce qui est un peu plus long, ce qui est logique, vu qu'il y a beaucoup plus d'informations complémentaires à rajouter. Donc voilà, c'est une moyenne qu'on a fait par rapport aux premiers clients avec lesquels on a fait des saisies manuelles de dossiers administratifs. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée, ça vous permet de planifier la charge potentielle que vous aurez à avoir à saisir, donc pour ceux qui passent bien évidemment en saisie manuelle, savoir combien de temps à vue d'œil il nous faudra pour pouvoir reprendre l'ensemble de vos dossiers. Voilà, je te laisse la parole, Christophe. Non, ouais, si tu veux nous dire celui-là. Non, je vais enchaîner là-dessus. Je crois que tu avais un petit mot à nous dire sur celui-là aussi. Je vais enchaîner aussi. Tu fais plus de terrain que moi parfois, donc. Effectivement. Donc, sur la saisie des dossiers titulaires, 2 points de vigilance. Tout d'abord, bien recenser à l'avance. Donc, les dossiers incomplets, donc toutes les informations manquantes sur des dossiers, bien évidemment, qui seraient peut-être un petit peu plus complexes où vous n'avez pas les informations. Donc là, il y a un gros travail de recensement au préalable à faire. Et deuxièmement, prévoir une procédure. Je pense que c'est très important de prévoir une procédure de récupération des informations manquantes. Donc là, les chefs de projet, bien évidemment, en déploiement comme moi ou certains de mes collègues pourront vous aider pour qu'on trouve une procédure adéquate pour récupérer ces informations et un accompagnement qui peut être fait à ce niveau-là. Ouais, donc en fait, je suppose que tous ces recensements, évidemment, on est très très lié à l'accès à l'information. Est-ce qu'on y a accès facilement? Quelle est la forme de l'information? Et puis les volumes, en fait. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Merci, Florian. Je t'en prie. Donc, on va voir sur maintenant la création du dossier de paye. Alors, on l'avait déjà présenté, je me souviens que c'est Sébastien qui nous l'avait commenté lors du premier webinaire. Donc, une fois encore, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là au premier, donc c'est quand même bien de jeter un œil et puis ça permet peut-être de mémoriser pour ceux qui auraient déjà vu. Une fois que vous avez votre dossier administratif de créer, vous pouvez cliquer à nouveau sur le petit plus à côté de l'onglet. Et là, quand vous arrivez, voilà, cette fois-ci, je vous parlais, on a un deuxième bouton qui apparaît, puisque comme il y a un dossier administratif, on peut créer le dossier de paye. Alors finalement, dans le logiciel, le concept, c'est quand même que tout passe par la GA, la gestion administrative, hein, puisque de la saisie de la GA va en découler automatiquement le dossier de paye. Donc, c'est quand même le concept de base de WinPay plus RH. Donc là, vous êtes aussi sur un formulaire qui est quelque part le prérequis avant de vous afficher votre dossier de paye. Et déjà, on vous demande à quel dossier administratif ce dossier de paye va être lié. Donc, on pourrait en avoir plusieurs. Là, j'en ai qu'un dans mon exemple. Donc, je dis, voilà, dossier titulaire numéro 18. Ensuite, il y a des prérequis, par exemple, au niveau des coordonnées bancaires. Donc, on me donne la possibilité, avec le petit œil, de vérifier si on les avait bien saisies. ou effectivement, on les a saisies. Si on cliquerait sur le crayon, ça nous ferait quitter
cet écran et on irait dans le menu latéral de gauche remplir le RIB. Voilà. Et puis, il faudrait à nouveau cliquer sur le petit plus pour revenir à cet écran de prérequis du dossier de paie. Mais c'est pour ça qu'on vous conseille bien sûr que ces informations soient enregistrées avant d'arriver ici. Au niveau des enfants, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, donc là j'en ai 2, donc c'est bon. Entre-temps, Emma avait été saisie. Et puis, il y a eu une NBI qui avait été saisie dans la petite histoire de notre démo. Donc, on va cliquer sur suivant, les boutons sont à oui. Alors, petit temps de chargement, on va chercher le dossier, voilà. Cette étape, évidemment, par rapport à ce que je disais, la majorité des informations sont remplies. Donc là, on va aller préciser le code correspondant, c'est ce fameux code que la DGFiP va reconnaître quand vous allez leur envoyer leur fichier. Donc là, nous, on est en RCE dans l'appli, donc on a un seul budget, donc on a un seul code correspondant. On en avait parlé lors du premier webinaire pour cette partie paramétrage de paye. Si on était à 2 budgets État ressources propres, à ce moment-là, on pourrait avoir 2 codes correspondants. Dans le logiciel, pour ceux qui découvriraient, évidemment, on n'a qu'une base de données et c'est donc ces codes correspondants qui vont nous permettre de faire le filtre et de savoir qu'est-ce qu'on met dans la bande geste. Donc voilà, alors là, il y a juste à renseigner ce code. On passe à l'étape suivante, donc on va nous donner les cartes avec toutes les zones. On est en étape 2, sont les infos au perso avec les différentes cartes concernées. Rien à faire, hein. On fait juste un contrôle. Hein. On continue. Alors là, sur l'étape 3, on va avoir la zone de résidence à renseigner. Là, il faut la renseigner parce qu'elle est obligatoire. Ce n'est pas éventuellement, c'est obligatoire. Donc, je renseigne. Et puis, j'ai la partie poste où là, également, on l'avait présenté, la notion de code gestion, code poste que vous connaissez. Donc, au minimum, il faut qu'il y ait un code gestion et au minimum, il faut qu'il y ait un code poste rattaché au code gestion. Il peut y avoir plusieurs codes poste rattachés à chaque code gestion. Donc là, dans l'exemple, on avait fait l'exemple minimum. Le code poste 1585 a été rattaché au code gestion 15035, Université BIATS, Université M BIATS. Donc là, il faut renseigner cette information. Je continue. Sur la partie rémunération, j'ai bien mon droit au SFT ouvert parce que j'ai mes enfants de moins de 16 ans. Ventilation budgétaire, c'est renseigné, etc. Le profil de cotisation, c'est renseigné également. L'indice PC que nous avons ici correspond à l'indice de pension civile. Donc, je continue. Donc, les cartes 9C, 9G, pareil, c'est rempli. Donc, finalement, très peu de choses à remplir, du simple contrôle pour vous assurer que tout est bien en place. Voilà. Donc, un récapitulatif complet de ce que vous avez vu dans les étapes. On est d'accord, on clique sur « Terminer », ce qui permet de créer notre dossier de paye. Alors, il y a toujours un petit temps, bien sûr, pour l'enregistrement de toutes ces données pour alimenter les différentes tables dans l'appli. En base, voilà. J'ai un petit bouton qui clignote là-haut qui est soumettre le dossier. On remarquera les couleurs de nos cartes. Je vais prendre mon pointeur. De nos cartes qui sont ici. Donc, on va voir que ces couleurs vont évoluer. On va vous montrer un petit slide pour ceux qui découvriraient, pour voir un petit peu à quoi correspondent ces couleurs. Voilà comment ça se présente. Donc, on va soumettre le dossier. Oui, non, oui. Voilà, nos cartes sont prêtes à l'envoi. Et on a donc ici notre dossier de paye qui a été créé pour Monsieur Alain Dupont. Donc avec 3 zones, tout ce qui concerne information personnelle, situation administrative et en dessous les cartes pour les indemnités. Puis en haut dans nos onglets, on a la situation donc actuelle, les mouvements du mois, les consultations des cartes.
Voilà, donc en ce qui concerne le dossier, voilà, on est prêt à l'envoi, couleur orange. Bien, bah, Florian, si tu veux, tu peux nous expliquer un petit peu toutes ces couleurs. Oui, merci Christophe. Donc la signification des codes couleurs des cartes de paie, effectivement, donc il y a un workflow pour l'état des cartes de paie. Donc par exemple, nous avons le code gris qui représente l'état brouillon, qui indique en fait que le dossier paye n'a pas encore été soumis après sa création. Le code orange qui représente le statut prêt à l'envoi, donc va indiquer que les cartes sont transférables dans le fichier geste. Ensuite, nous avons la troisième étape qui est le code vert qui représente l'état envoyé. Donc, ça indique bien évidemment que le fichier geste a été produit et envoyé à la DGFiP. De ce fait, à ce stade, les cartes ne sont bien évidemment plus modifiables ni supprimables. Ensuite, nous avons donc le code violet qui représente l'état en attente d'envoi. Donc, cela indique que les cartes ont une date d'effet ultérieure en paye. Ce qui est plutôt bien, c'est que la couleur changera automatiquement à l'orange quand la date sera atteinte. Et le dernier code, donc sans couleur, qui représente en fait l'état en vigueur. Donc, cela indique que la paye a bien été clôturée. Voilà en gros le workflow pour la vie des cartes de paye dans WinPay plus RH avec ce système de code couleur. La version simplifiée avec les codes couleurs, parce que derrière, c'est vrai que les cheminements sont très complexes, mais voilà ce que l'utilisateur va voir dans l'avancée de sa paye. Merci Florian. C'est ça, merci. Donc, alors quelques exemples, une fois que le dossier administratif a été créé, par exemple, on va voir l'ajout d'une prime IFCE dans le cadre du RIFSEP avec la production automatique d'une carte 22. Et donc, je vais cliquer. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est quand c'est comme ça, vous revenez sur le dossier administratif, pour ceux qui découvriraient. Vous avez un menu latéral gauche tel qu'on l'avait dans les infos perso avec le RIB, les infos complémentaires, etc. Et donc là, on va aller sur la gestion indemnitaire. Donc, on a tout en haut deux onglets, prime indemnité et compte épargne temps. Et vous avez toujours à côté l'historique pour voir l'évolution des demandes que vous créez. Est-ce qu'elles sont à l'état brouillon? Est-ce qu'elles sont en attente, prêtes à l'envoi, etc. Et puis, vous avez le suivi des demandes. Alors, la demande, c'est quand elle vient d'être enregistrée. Parce qu'une fois qu'elle est validée, elle va partir directement dans l'historique et va disparaître du tableau des suivis de demande. Mais quoi qu'il en soit, vous allez toujours retrouver dans les onglets spécifiques prime indemnité et CET, vous retrouverez vos informations sur celles qui sont en vigueur au jour où vous consultez votre écran. Alors, je vais revenir en arrière. Petit saut de la démo. Voilà, côté épargne temps. Donc, on va aller créer une nouvelle demande pour le RIFSEP. Donc, j'ai un workflow en 4 étapes. Donc, je mets toujours, alors quand on crée les demandes, on met toujours notre date de demande. Ensuite, on a toujours un type. Donc là, on va mettre FSE. La génération geste, la production de carte se met automatiquement à oui, mais pourrait être aussi à non, ça dépend des contextes. On aura un exemple avec la génération d'arrêté. Pour l'instant, je le laisse à non, hein, puisque ce n'est pas nous qui avons généré l'arrêté. Donc, je vais mettre le numéro d'arrêté. Et puis, je vais continuer. Voilà. Alors, j'arrive à l'étape 2, la saisie des éléments. Là, c'est vraiment le cœur de notre saisie. Donc, on voit qu'on a déjà des informations qu'on connaît. Donc, évidemment, on n'y a pas à les ressaisir. Elles sont en grisé. La date d'effet, très important. Et puis, dans ce contexte de saisie, on va indiquer un montant annuel qui va être calculé automatiquement à côté puisqu'on nous indique le montant versé, 500 € par mois.
On peut indiquer en bas, comme ça a été fait, le groupe de fonctions. Et puis, éventuellement, on peut ajouter le métier, mais ça, c'est facultatif. Garantie indemnitaire, je passe. Et je continue. Donc là, j'arrive à l'étape geste. Donc, une carte 22 avec le rappel de du code d'indemnité, la date d'effet, à quel moment ça se déclenche, et puis tout en bas, la donnée calculée qui là était inscrite en centimes, donc ne pas se laisser surprendre par le montant, on est bien à 500 €, 0,00. Je continue. Comme d'habitude, je passe sur mon récapitulatif. Donc, on voit qu'on retrouve les étapes du workflow entre l'information de l'arrêté, le détail de la prime que j'ai été renseigné et puis la production automatique, enfin des informations pour la carte 22. On termine puisque ça nous convient. Voilà, et on se retrouve à nouveau avec une demande donc, qui est en brouillon. Donc, on commence à connaître ces boutons. Donc là, je vais soumettre à validation à mon collègue. Et mon collègue va vérifier, il va me dire ça me convient et il va valider. Voilà. Donc, la demande disparaît du suivi des demandes. Et on va aller dans l'historique. Et voilà, alors, on peut cliquer pour voir le détail. Voilà, on retrouve les informations quand on est en consultation, ça je n'avais pas encore montré. Et j'ai également la carte présentée. Après, on peut aller faire un petit tour du côté du dossier de paye de l'agent. Je vais aller dans les mouvements du mois. Et je vais découvrir mes cartes indemnités. Et j'ai ma carte 22 qui s'affiche sous cette forme, avec mon rappel de mon montant calculé. Alors, je suis passé par un autre chemin pour voir également, dans la consultation des cartes, j'ai ma petite liste déroulante, je vais voir dans les indemnités, j'ai été chercher la carte 22 et je retrouve évidemment la même information. Voilà pour cet exemple de prime dans le cadre du RIFSEP. Un autre exemple également, cette fois-ci sur un transfert de prime vers des points pour une catégorie A. Alors, cliquons. Alors, vous voyez que j'ai deux zones dans mon écran central. J'avais la zone RIFSEP que je viens d'exploiter. Maintenant, je vais exploiter la zone autres primes et indemnités. Je vais créer une nouvelle demande. Donc, toujours ma date de demande, toujours mon type de demande, très classique, génération geste, ah oui, automatiquement. Et je vais sur le cœur de la saisie, c'est la saisie des éléments. Donc, transfert prime point. Alors, le versement, j'ai choisi périodique, en mensuel. Le montant n'est pas spécifié. En carte 5, voilà, donc j'ai mon rappel de code indemnité. Donc le calcul est automatique, donc ce n'est pas la peine qu'on l'indique. J'ai mon récapitulatif. Voilà, même principe. Je vais valider. Donc là, sur ma version, il y a un petit truc qui sera corrigé là. Je vais être en version 54. On a vu que je n'avais pas j'avais pas deux étapes là. Donc là, il y a une petite chose à ce moment à corriger, qui est peut-être corrigée dans la toute dernière version. Donc là, je passe sur historique. Je retrouve mes éléments. Voilà. Si
si je vois le détail à nouveau, la carte affectée, cette fois-ci, c'est une carte 05. Pareil, je vais faire un tour dans le dossier de paie, histoire de faire un petit contrôle pour voir si les éléments sont là. Je vais dans Mouvement du mois. Voilà, et je vois ma carte 5 qui est ici. Donc, création d'une carte 5. Pareil, onglet consultation des cartes pour voir comment ça se présente. Vous voyez, j'ai une liste déroulante. Et pareil, je peux appeler ma carte. On voit que ça a concerné le mois de septembre à l'époque. Voilà. Voilà donc pour ce nouvel exemple. Donc, on les enchaîne comme ça vous permet d'avoir une vision un petit peu de comment tout ça se saisit, ce qui vous permet aussi peut-être de prendre quelques notes, réfléchir à où sont les infos chez vous, etc. Enfin voilà, ça peut être déjà profiter de ces séances pour une préparation un petit peu de ce qui va se passer après quand vous allez récupérer vos données si vous avez à faire de la reprise manuelle. On va passer sur ajouter un compte. Florian, si tu veux juste nous commenter cette partie. Oui, donc dans cette très rapide. 3, oui, bien sûr. Dans cette étape 3, on va terminer donc, par un dernier exemple avec l'ajout d'un nouvel acompte. Donc, bien évidemment, la création de l'acompte ne peut se faire qu'après avoir créé le dossier paye. Donc, pour le saisir, donc, dans le menu à gauche, on va aller cliquer sur acompte. Voilà, donc on va cliquer sur nouvelle demande. Donc, un nouveau formulaire qui s'ouvre. Ici, donc, on va pouvoir indiquer donc, les informations de l'acompte. Vous avez le code de la ventilation budgétaire, l'imputation budgétaire et bien évidemment le montant de l'acompte. 795. Voilà, on enregistre. Ensuite, pareil, donc toujours le même workflow de validation, on soumet en premier lieu. Et ensuite, on valide. Du coup, la ligne disparaît du suivi des demandes et elle apparaît bien dans l'historique. Et là, on peut voir que le statut de la carte est à l'état prêt. Ouais, et on verra que on voit dans la clôture de paye qu'on a une partie sur la création du fichier pour les acomptes, avance et acompte, qui se retrouvera dans la bande geste avec ce montant des 795. Donc, passons sur des exemples là, qui vont concerner de la reprise de données manuelle, toujours, mais avec impact sur les calculs d'historique. Donc, nous avons réalisé un petit schéma donc, donc en phase B. Voici en fait les éléments nécessaires à la préparation de la reprise de données manuelle, donc qui vont concerner nos dossiers administratifs de titulaires. Donc, cela concerne aussi bien la carrière active avec la reprise de l'historique dans votre établissement, donc c'est ce qu'on a mis là-haut, ainsi que la reprise des informations pour les services antérieurs, c'est-à-dire l'historique de carrière des agents hors de votre établissement. Donc, certains établissements ont besoin de reprendre cet historique avant votre propre établissement et d'autres pas, en fonction des données que vous devez produire. Donc, les informations à reprendre relèvent en fait de 3 thématiques. Comme on le voit ici, les mouvements de carrière, donc évolution de carrière, position, modalité de service. Ensuite, ce qu'on a au milieu, les congés statutaires. J'aurai un exemple tout à l'heure avec un congé bonifié. Et puis, on verra aussi des exemples pour les congés de sécurité sociale. Donc, nos exemples, soit on les fait en carrière active et on est dans un mode de saisie tout à fait classique, comme je vous en ai déjà montré, puisque
vous êtes en carrière active, bon, enfin bref, c'est les écrans habituels avec les workflows. Et si jamais vous avez à reprendre des données pour ce qui est hors de votre établissement, nous avons un accès qui est différent dans nos menus et on verra ce qu'il y a à saisir. Donc, ça vous modifie. Il y a quelques écrans qui sont différents que vous n'avez peut-être pas encore vus. Donc, on a aussi des exemples. Alors, si on zoome un peu, donc pour tout ce qui est évolution de carrière, position, modalité de service et congé statutaire, ben, en fait, ces éléments finalement se matérialisent par votre gestion par les arrêtés. Donc, dans les informations qui vont être à reprendre, alors ça peut différer selon les quatre thématiques que j'ai là, mais enfin, globalement, c'est pour l'évolution de carrière, corps, grade, échelon, c'est la nomination, c'est les types d'accès qu'il va falloir renseigner, hein, alors au choix, ancienneté, etc. Les dates de mise en œuvre. Pour les positions, que ce soit activité, détachement, dispo, etc., on vous demandera le motif détaillé, entre autres, et toujours des dates. Alors bien sûr, il y a d'autres informations qui gravitent autour de ça, mais enfin là, je vous donne les principales. On verra plus en détail quand on va avoir des démos. Sur les modalités de service, que ce soit le temps partiel, mi-temps thérapeutique, etc., motif détaillé, date de mise en œuvre. Puis enfin, sur les congés statutaires, bah, pareil, on demandera le motif du congé et puis les dates d'effet, date de fin. Alors, voyons le cas de saisie d'un avancement d'échelon avec un agent qui arrive dans votre établissement, par exemple le 1er septembre 2017, ce qui nous permet de voir comment reprendre des données en gestion active au sein de votre établissement. Donc là, on est vraiment dans l'usage des fonctionnalités classiques, quotidiennes de votre gestion. Donc là, je vais chercher un dossier qui est le dossier de M. Pratt. Donc, le dossier administratif a déjà été créé. Voilà, je vais aller en carrière administrative, puis je vais faire une saisie pour un avancement d'échelon. Alors là, l'échelon, c'est 5 pour l'instant. On le voit dans nos données. Donc, comme d'habitude, on précise le type de demande. On va renseigner le numéro d'arrêté. On va continuer. On a déjà, vous remarquerez qu'on a déjà nos informations qui ont été prises en compte sur le corps, le grade. On a renseigné l'échelon. On continue. On a notre récapitulatif. C'était un petit peu vite là, la démo, mais enfin, vous connaissez déjà un petit peu ces écrans, au moins depuis aujourd'hui, puisqu'on a déjà fait des choses un peu comme ça sur l'avancement de grade. Donc là, ça me convient. Je vais terminer. Et là, on en a l'habitude. On a, dans notre suivi des demandes, une demande qui est au statut brouillon. Donc, on peut jeter un œil éventuellement si tout est correct. Voilà, on voit que les affectations avaient déjà été renseignées. Dès qu'il connaît l'info, il vous la ressort. Vous n'avez pas évidemment à la ressaisir, heureusement. Historique. Voilà, toujours pour voir un petit peu d'où on en est dans notre historique. On voit qu'on a des états qui sont obsolètes, neutralisés. Si vous changez une donnée, donc il peut la neutraliser, la remplacer, qui va être remplacée par une autre. Voilà, donc on peut retrouver ce type de libellé dans les états. Voilà, et on voit qu'on est passé directement à l'échelon 6. Alors ça, c'est toujours lié à la date d'effet, bien sûr. Voilà pour cet avancement d'échelon. Alors, là, ça va être une démonstration pour la saisie d'un temps partiel sur autorisation, ce qui va me permettre de vous montrer également que nous pouvons produire les arrêtés. Donc, voyons un peu comment ça se passe. Donc, on va prendre le dossier de Monsieur Gemini. Donc là, dans son cas, j'ai bien mon dossier administratif et dossier de paye.
Donc aujourd'hui, il est à temps complet. Donc je vais faire un temps partiel sur autorisation à 80%. Donc voilà, je suis en temps plein. Je fais ma nouvelle demande. Je fais mon choix de type de demande. Ça n'est pas un renouvellement, donc je laisse un non. Alors là, pour le coup, je vais utiliser le bouton « Générer l'arrêté ». C'est moi qui vais le produire. Donc, il ne me demande plus le numéro, évidemment. Il a effacé le champ. Je continue. Je vais mettre une date de fin au 30 septembre 2021. Il me calcule la durée, évidemment. Le temps de travail, temps partiel sur autorisation. Je vais choisir parmi mes quotités de service, 80%. Il me calcule, évidemment, j'ai mon numérateur, mon quotité de rémunération avec mon numérateur et mon dénominateur, donc à 6/7. Et je vais continuer. Voilà, donc là, j'ai une étape geste pour produire une carte 3 et j'ai un message en rouge qui me dit « Attention, une gestion complémentaire est requise dans le menu indemnitaire pour gérer l'impact de cette demande sur l'indemnisation de l'agent, puisqu'il va passer à 80%. Donc, il faut à ce moment-là aller dans le menu qu'on a en grisé derrière, latéral gauche, pour aller faire les modifications nécessaires. Donc, ce n'est pas automatisé, mais c'est déjà une alerte pour que vous puissiez y penser. Donc, j'arrive sur mon récapitulatif, j'ai un bouton « Visualiser l'arrêté », je lance la visualisation. Alors, ça met un petit temps non négligeable parfois parce qu'il va aller chercher toutes les données, il va aller les collecter et il va remplir, il va aller chercher le modèle. C'est un modèle qui est basé sur du texte fixe réglementaire et des champs de fusion et il doit aller collecter les données et aller remplir automatiquement les champs de fusion. Principe qu'on utilise dans les mailings pour ceux qui en ont fait. Voilà, donc je clique, j'ai un onglet qui s'ouvre avec mon document qui s'affiche. Donc je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. Voilà, on va s'arrêter là. Donc j'ai ici mon logo. Alors des logos, je peux en afficher deux. Je peux en afficher un en bas de page. Bien sûr, on a une fonctionnalité dans l'administration qui va vous permettre de mettre à jour vos logos, hein, de personnaliser. Vous avez le titre, lui, qui est fixe. Vous avez le président de l'université, donc ça bouge, c'est variable. Ensuite, vous avez vos visas. Qui parfois possèdent des champs de fusion, donc ça va être du texte dynamique, et puis vous avez vos articles où vous avez du texte dynamique. Là, entre autres, je suis dans un cas sans versement d'une surcote, mais je pourrais avoir avec versement, hein, donc tout ça, ça s'articule automatiquement. On gère aussi, dans le dernier article, la personne qui va exécuter le présent arrêté, donc ça se gère aussi. Et puis on gère aussi la partie, bien sûr, signataire, qui nous permet de mettre aussi une délégation au niveau de la signature. Et puis on peut personnaliser aussi le texte au niveau des délais et voies de recours. Donc voilà, c'est production automatique d'un PDF pour votre arrêté. Je termine. On va finir par... alors, on va regarder... Voilà, donc déjà, il faut soumettre à validation et valider. On va aller dans l'historique. Déjà, dans le dossier de paye... Voilà, donc déjà, on a notre carte 3. Il fallait que je vous montre ça quand même. Donc, la carte est bien là. Je vais retourner dans le dossier administratif. Les modalités de service. Et on peut faire un rattachement Voilà, je vais aller... Voilà, on peut faire un rattachement, imaginons que vous ayez fait signer le document, hein, bien sûr. À ce moment-là, s'il est numérique, vous pouvez le rattacher
avec notre petit trombone et on peut revoir que le document est rattaché, avec possibilité à nouveau de le réafficher. Voilà. Là, on gère donc les pièces jointes, ce qui peut être facilité. On a à portée de souris le document. Très rapidement, je regarde ma montre, il est 11h30. Très rapidement, un congé statutaire. On va prendre le dossier de Madame Incel. Donc là, pour un congé destiné à voyager au soleil. Donc, je crois que c'est un petit tour en Martinique. Congé et absence, vous voyez, en bas de mon menu latéral gauche. Attends le chargement nécessaire. Congé statutaire, donc vous voyez, hein, là-haut, j'ai les congés sécu, les congés statutaires et les absences. Donc, je vais faire ma nouvelle demande. C'est un cas simple. Hein. Voilà, type de demande, je choisis. On profite pour voir un petit peu comment ça se passe, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu dans des démonstrations. Donc, on va aller choisir notre motif de congé, vu qu'on a besoin des motifs. La destination, données périphériques néanmoins importantes, Martinique. Nos dates, comme on avait dit, il faut qu'on récupère les dates. Donc, notre étape geste avec notre carte 20, un montant précalculé. Donc, on est à 1094,40, toujours en centimes. On continue. Notre récapitulatif qu'on connaît bien. Donc, tout va bien. Je termine. J'enregistre en base. Comme d'habitude, je dois valider cette demande. Donc, nos 2 étapes. Toujours un petit tour du côté de l'historique et un petit contrôle. Ça prend peu de temps. C'est bien à faire. Voilà, on a notre indemnité. Voilà, avec notre carte pour une date d'effet au 1er octobre 2020. On a notre code indemnité, c'est parfait, avec le montant. Donc voilà pour ce cas. Il nous reste encore quelques cas et nous aurons terminé. Alors, passons maintenant sur des cas, on terminera justement ces démonstrations pour cette partie avec quelques cas qui sont quelques-uns dans la partie des nouveaux écrans que vous n'avez pas encore vus, puis on finira par les congés de sécurité sociale. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est la structuration des informations pour reprendre les données concernant les services antérieurs. Donc, vous voyez qu'à l'écran, en haut à gauche, on démarre d'un établissement. C'est-à-dire qu'en fait, l'établissement est le container, donc hors de votre établissement, d'autres établissements, c'est le container des services antérieurs. Et dans un service antérieur, vous avez des positions, des congés, carrière admin, modalités de service et services contractuels selon les contextes. Voilà comment ça se structure. Donc, à partir de ce schéma-là, on va voir dans l'écran qu'est-ce qui se passe dans l'application. Alors, on va déjà créer un établissement, vu que c'est le conteneur de toutes les infos, on passe par là, c'est le prérequis. Donc, je vais choisir le dossier de M. Pratt. Et là, vous voyez, je suis dans l'onglet « Résumé ». Je reste sur cet onglet et j'ai le deuxième choix en haut dans le menu latéral qui s'appelle « Services effectués ». C'est par là que ça se passe. Voilà, je clique là. Donc, j'ai un rappel des services effectués avec en bas mon année de complétude de carrière. Donc, vous avez un petit crayon qui vous permet, dans le champ année de complétude, de mettre la bonne année. Comme ça, vous avez votre repère. Vous savez jusqu'où vous avez repris de l'historique de carrière. Et au fur et à mesure, vous changez cette date en fonction de votre avancée de la saisie.
Voilà, donc ce qu'on va faire, on va passer par l'onglet service antérieur par établissement et ça va nous permettre d'ajouter un établissement. C'est parti. Voilà, donc je vais remplir. Alors, on était en 2012, on va mettre notre période dans cet établissement, date de début, date de fin. On précise si c'est du secteur public ou pas, c'en est, et je précise la fonction. Le ministère, je l'indique. Le nom de mon établissement, entreprise, si c'était du privé, et j'enregistre. Voilà, donc là, l'établissement est créé. Possibilité de rentrer dans cet établissement, de revoir la zone en haut, information d'établissement, si tout est OK. Et on voit qu'en bas, on a dans notre zone service antérieur. Et c'est là qu'on va pouvoir en ajouter. Donc on voit bien, on fait bien le lien, on accroche bien les services antérieurs à un établissement spécifique. Donc là, on va juste faire un exemple de saisie carrière et position statutaire pour que vous voyez juste les écrans pour ceux qui les découvriraient. Ou juste un rappel, ce qui peut être bien. Alors évidemment, ça se fait, c'est de la saisie qui se fait au calme, parce qu'il faut reprendre les données, il peut y en avoir pas mal. Voilà, donc ici, il y a un rappel en haut des informations de l'établissement, et en bas, c'est ma première saisie dans cet établissement. Je vais préciser le type de service, et là, il est en stagiaire. On remarquera, je vais prendre mon pointeur, que ici, les demandes viennent de se mettre à oui automatiquement, les 4 premières. Et ces 4-là correspondent en fait aux étapes que vous avez ici. Ça veut dire que c'est le seul endroit dans l'appli où vous êtes capable d'agir vous-même directement sur les étapes qui sont en haut. On continue. Et ça, il les met tous à oui à la première fois dans chaque établissement. Après, c'est libre. Vous pouvez agir sur les boutons. Donc là, position, écran qui clignote. Voilà, donc je mets ma période. Je vais mettre ma position statutaire après le numéro d'acte. Je continue. Je n'ai pas de congé, donc je passe l'étape et j'ai ma carrière administrative. Donc, on remplit les dates. Alors, une petite particularité là, sur ce que je suis en train de saisir par rapport au contexte. En fait, je vais renseigner un échelon, mais je vais avertir la machine que finalement, il y a un reclassement sur échelon. Là, j'ai un bouton qu'on voit sur cette ligne, voilà, à droite. Et en fait, je l'avertis qu'à la prochaine saisie, je ferai mon changement d'échelon. Et pourquoi je dois faire ça? Tout simplement parce que la machine n'accepte pas ces changements d'échelon sur une même période exacte. Vous voyez, avec des dates identiques. Donc, à ce moment-là, pour accepter de passer sur une date où j'ai déjà mis un échelon, je vais devoir dire c'est un reclassement. Mais ça, il faut l'anticiper à la saisie précédente. Parce que là, en fait, dans l'histoire, il va passer d'un échelon 1 à un échelon 3. Donc là, je mets bien l'échelon 1 pour avoir la traçabilité dans mon historique. Alors, je laisse finir là sur le type d'accès, de carrière, etc. Voilà, et là, voilà, vous voyez, je viens de faire mon reclassement sur échelon. Et ça me permet, à la prochaine fois, qu'il m'autorise sur les mêmes périodes à mettre mon échelon 3. Voilà, une fois qu'on a compris ça, tout va bien. Sinon, ça bloquerait, hein, tout simplement. On précise la durée du stage. Notre récapitulatif, tout va bien. Donc, on va terminer. Voilà, et vous voyez ici que vous avez dans votre tableau du bas un premier service antérieur qui a été saisi. Donc, vous pouvez en avoir d'autres, congé parental. Enfin, vous voyez, vous avez toutes les possibilités. Et au fur et à mesure, vous renseignez, vous rattachez à votre établissement. Là, exemple, c'est Université de Rennes 1. Voilà, donc sur ces tableaux qui sont un petit peu à part par rapport à tout ce qu'on a vu déjà dans l'application. Je vais terminer, j'espère que je suis dans les temps, il est 11h40.
je vais terminer avec les congés sécu, où je vais déjà vous présenter. Alors, on va faire un exemple sur le congé de maladie ordinaire avec une requalification en congé longue maladie. On reconsidère la période, on va voir ça. Et avant, je vous montre les compteurs pour vous montrer pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc, on va partir avec un agent, Monsieur Crank. Donc, à condition de récupérer d'où en sont ces droits à congé dans un établissement précédent, parce que bien sûr, il faut avoir l'info. On est capable, voilà, à l'arrivée de l'agent, donc là, je vais aller, vous voyez, je vais en bas dans congé absence. À l'arrivée de l'agent, on va être capable de renseigner les droits en cours, ce qui a été consommé. Alors, ici, tout en bas, il y a une petite particularité. J'ai détail ou j'ai droit et paramétrage. Quand je suis dans détail, c'est le seul endroit où on a des onglets qui sont en bas, donc il faut y faire attention. Quand je suis dans détail, je peux créer des nouvelles demandes de congé absence. Quand je suis dans droit et paramétrage, ça me permet d'accéder, on va le voir, à des compteurs. Les compteurs pour la tranche plein traitement et demi-traitement. Donc là, ce que je vais faire, la démo est la suivante, c'est que je vais mettre déjà la date à laquelle la personne arrive dans mon établissement. Je vais sélectionner, donc je viens de créer son dossier, hein, par exemple. Je sélectionne le motif et je vois que mes compteurs viennent de se mettre à jour. Pourquoi? Parce que dans les droits consommés sur la tranche 100%, j'ai déjà saisi 2 congés sécu qui sont historiques à son arrivée. Voilà, qui sont ici. Donc, en tranche 100%, 4 jours et 4 jours. Et j'ai mes dates. Donc, si je les ai là, c'est parce que le gestionnaire les a saisis. Donc, c'est pour ça que j'ai 8 jours déjà de consommer. Maintenant, il est chez moi depuis 2019 et je vais voir ce qui se passe en septembre 2019. Je choisis mon motif de congé. Et j'ai mes droits consommés qui ont diminué, tout simplement parce que je suis sur une période glissante d'un an, et je vois que je n'ai plus que mes 4 jours. Excusez-moi, j'ai un petit bruit de fond de tondeuse à gazon, c'est la période. Voilà, donc l'initialisation des absences, on les voit ici. Donc ça a été saisi au départ quand la personne est arrivée, pour avoir un historique. J'espère que le bruit que j'ai dans les oreilles ne vous gêne pas trop. Je vais passer maintenant à un an plus tard, en septembre 2020. Et je vois l'évolution de mes compteurs, tout simplement parce que depuis qu'il est chez moi, voilà, il a eu, vous voyez, on voit 3 événements, 6 jours, 5 jours et 4 jours. Donc, ça nous fait bien 15 jours. Donc, on voit cette évolution dynamique des compteurs. Voilà simplement ce que je voulais vous montrer. Je vais passer sur la saisie d'un... il ne reste plus que 2 cas à voir. CMO initial. Espérons, Patrice, pas de prendre trop de temps pour qu'on finisse à l'heure. Voilà, donc le CMO initial en plusieurs étapes. Donc, je fais un congé maladie. J'indique mes dates. Je saisis mes éléments. Donc, c'est un congé de maladie ordinaire. Ce n'est pas un renouvellement. J'indique mes dates de début et de fin. On a notre génération GES qui va être produite, ce qui va nous permettre de voir, alors on a 4 jours. Donc, la GES va nous permettre de voir la production de notre carte 67. Voilà, on a notre carte 67, la journée de carence. Il faut savoir, ça avait été vu au premier webinaire, que c'est un paramétrage global dans l'application où on dit on considère le jour de carence ou pas. Donc, selon la réglementation, on met sur oui ou sur non. Et une fois que c'est mis sur oui, évidemment, la machine produit automatiquement les cartes à la première période de congé. On va continuer. On a notre récap. Je laisse, on finit, terminé. Alors, comme d'habitude, il faut valider la demande.
C'est le bruit qui se rapproche. Historique. Alors voilà, j'ai ma période du 3 septembre au 6 septembre qui est au statut près, les autres étant obsolètes. On va faire un petit tour du côté de dossier de paye, juste pour vérifier notre carte 67. On va dans nos mouvements du mois. Voilà, notre carte est bien là. Et on fait le pictoï pour voir le détail. Voilà. Alors, je termine, je pense que c'est la dernière, c'est le dernier cas. On va requalifier le congé de Sécu CMO en CLM, donc congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie. Juste pour vous montrer qu'il reconstruit la période, puisqu'en fait, ces personnes, donc là, c'est M. Martinez, il a cumulé un certain nombre de CMO, puis à un moment, il est passé en congé longue maladie, donc effectivement, on reconsidère la période. Donc, un petit temps de chargement. Vous voyez, on a d'autres, vous voyez, toutes ces périodes-là qu'on a de CMO qui apparaissent. Finalement, il va être en CMO il va être malade jusqu'en novembre. Et donc, il va falloir reconsidérer cette période. Alors, on fait un petit tour du côté des compteurs. Voilà, pour nous montrer qu'en demi-traitement, on a 17 jours. Voilà, avec nos différents congés dans l'année qu'on a eu à l'époque en 2020. Donc, je fais une nouvelle demande. Ça va vous permettre de voir un peu comment ça se passe. Vous reprenez votre type de demande congé maladie. Et on va passer à la saisie des éléments en étape 2. Voilà, donc le congé de maladie ordinaire. On va reconsidérer, en fait, on va repartir dans le passé, on va revenir au début de la période globale de tous les CMO. Donc, on va se placer sur le 1er juin 2020 et on va aller jusqu'au 30 novembre. Et là, on a la période globale. On est sur 183 jours. J'ai différents boutons. Donc, j'ai une date, il y a eu un avis médical qui a été donné. Il y a eu une date où le comité médical s'est réuni. Donc, j'indique cette date. C'est favorable. Donc, je vais requalifier le CMO en CLM. Voilà, c'est fait. Donc, j'obtiens mes cartes. Donc, la carte 67 pour le 1er juin, donc première journée de la période. Voilà. J'ai mon récap, c'est un petit peu vite, je termine et on est pris un peu par le temps. Voilà, je valide. Voilà, petit tour du côté de l'historique comme d'habitude. On a neutralisé, vous voyez, on a neutralisé tous nos CMO et on repart sur la période du 1er juin au 30 novembre qui est à l'état prêt. On va dans le dossier de paye et on peut remarquer nos traitements, nos régimes de rémunération. Voilà. Donc, j'ai terminé pour tous ces cas de démonstration. J'espère que ça vous a permis de vous remettre en tête des choses pour ceux qui auraient déjà vu, de confirmer des choses, pour ceux qui découvrent, bien, de voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'appli, de vous préparer à cette reprise de données manuelles. Ça pose peut-être des questions concernant comment vous allez reprendre tout ça, etc. Donc, de toute façon, on est à votre disposition pour tout ça. Je laisse la parole à Patrice qui conclut ce webinaire. Merci Christophe. On est plutôt bien dans les temps. Donc, c'était assez dense. J'espère que vous avez pu suivre. Alors,
bien sûr, comme d'habitude, nos équipes sont à votre disposition pour ce qui est des clients WINP plus RH, pour les chefs de projet, pour aller repréciser différents points dans l'application. Et pour ceux qui ne sont pas clients, nous sommes évidemment à disposition pour vous apporter des précisions, éventuellement venir vous faire une démo plus complète ou plus personnalisée que ce qu'on a pu faire là. Donc, il y a eu beaucoup de questions. On les note au passage. Beaucoup sont assez pointues, précises, donc trouvons leurs réponses plus tard. Donc, je redis, nous allons traiter toutes ces questions lors du troisième et dernier webinaire de cette série. Donc, qui est le 17 juin, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc là, on va toujours explorer ce domaine de reprise de données manuelles, mais cette fois en passant au cas du contractuel et toujours suivant la même séquence, la reprise des données, les différents cas de figure que l'on peut rencontrer et l'activation de la gestion du contractuel. Et également, on verra le côté des vacataires. Voilà pour le petit programme. Toute l'équipe CEGAP vous remercie de votre participation. Vous étiez très nombreux, très attentifs, si j'en juge, par toutes les questions qui étaient posées. Je remercie également l'équipe CEGAP qui a préparé et animé ce webinaire. Christophe, que vous avez vu entendu tout au long de cette présentation. Florian, chef de projet, qui a apporté ces dimensions un petit peu concrètes, terrain, expérience vécue. Et aux manettes, nous avions Thibaut qui nous a permis de gérer cette séquence sur Zoom sans accroc. Donc, quand la technique fonctionne bien, c'est absolument parfait. Nous terminons avec un petit peu d'avance. C'est toujours, on préfère terminer en avance que en retard. C'est notre engagement de respecter le créneau que tout le monde avait réservé. Donc, il me reste encore une fois à vous remercier, à vous donner rendez-vous le 17 juin donc pour le programme exposé et une séquence particulière qui sera la réponse à toutes les questions posées. Et donc, en vous souhaitant une excellente journée. Merci. À bientôt.